On m'a demandé de vous faire une intervention sur la gestion des déchets en dialyse. Donc en fait, vous en tant qu'infirmier, vous êtes important sur tout. Vous êtes important sur la surveillance des abords, vous êtes important sur l'accueil des patients et aussi sur les déchets. Donc c'est pour ça qu'on vous sensibilise tous, parce que tout part de vous. Donc juste, la gestion des déchets, elle concerne beaucoup... Comment on construit la gestion des déchets, c'est en fonction des différents types de déchets, en fonction de leur traitement, en fonction des règles de tri et de conditionnement, et en fonction de comment le circuit du déchet va se faire et des locaux dans lesquels on va les stocker. En fait, l'objectif du tri, c'est de diriger les déchets vers la filière la plus adaptée pour respecter la réglementation, et ça donc dans n'importe quel pays, le déchet est réglementé. Prévenir le risque infectieux. Maîtriser les coûts, c'est quelque chose maintenant qui nous parle à tous. La santé, ça a un coût, donc il faut qu'on fasse les choses correctement. Et respecter l'environnement, c'est une thématique internationale aujourd'hui. Que ça soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, c'est un sujet vraiment très important. Donc, chez vous, on parle de déchets médicaux ou pharmaceutiques. Nous, on a une autre dénomination, mais voilà. Donc, est un déchet médical ou pharmaceutique toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc ça, c'est une obligation dans un établissement de santé. On est obligé de réfléchir à comment gérer les déchets. Les producteurs et détenteurs de déchets, donc nous, les établissements de santé, on doit déterminer comment on va trier nos déchets, comment on va les collecter, comment on va les stocker, comment on va les emballer, comment on va les transporter et comment nous allons les traiter et les éliminer. Donc toutes ces phases-là, il faut y réfléchir. Nous, dans notre établissement, c'est le pharmacien. C'est bizarre, mais c'est le pharmacien qui est référent de cela, ainsi qu'on a une cadre-hygiéniste, une infirmière cadre-hygiéniste. Donc en fait, c'est vraiment un travail en binôme, et c'est eux qui ont déterminé les règles de tout ce travail. Juste pour repréciser, donc il y a différents types de déchets. On a les déchets d'activités de soins non dangereux. Donc ça, ce sont des déchets qui peuvent être recyclés ou non recyclés. On pourrait les ramener à nos déchets, nos poubelles à la maison, les déchets domestiques. On a les DASRI, donc c'est des déchets d'activité de soins à risque infectieux. On a des déchets à risque chimique et toxique, les déchets industriels et végétaux et les déchets à risque radioactif. Donc pour toutes ces catégories de déchets, il faut avoir réfléchi à tout ce qu'on vient de se dire, le tri, l'acheminement. Le traitement des déchets, en fait, il est différent, on l'a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, les DASRI, pour les traiter, c'est une incinération avec récupération d'énergie, si on peut, puisqu'on dit aujourd'hui qu'il faut essayer de valoriser au maximum les déchets, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce que ça peut nous servir pour autre chose? Donc, quand on parle de récupération d'énergie, c'est par exemple dans certaines villes en France, ils s'en servent pour faire du chauffage collectif. L'incinérateur est en boucle avec un système de chauffage et ça peut chauffer des immeubles. C'est pas partout, ça peut. Le déchet chimique et toxique, celui-ci, quand on dit chimique et toxique, là, il y a le médicament là-dedans. Tout médicament périmé qui est jeté, il doit être mis dans cette catégorie-là. Et là, c'est une incinération à 1200 degrés. Les déchets industriels, alors là, par contre, on peut commencer à parler de tri. Donc le carton, les batteries, les piles, les papiers, verres, déchets informatiques. Donc celui-ci, c'est de la valorisation, du recyclage. Le déchet radioactif, donc ça, c'est un déchet qui doit être mis en décroissance. Donc si on par exemple, nous, parfois, on a des patients qui ont des séances d'irathérapie ou alors des scintigraphies. La scintigraphie, pour nous, c'est un patient qui est en scintigraphie. C'est un patient qui, dans son sang, véhicule de la radioactivité. Donc, forcément, dans ses circuits de dialyse, il y aura de la radioactivité. Donc, c'est
déchets qu'on doit mettre en décroissance une semaine avant de les remettre dans un circuit normal. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Nous, chez nous, tous les déchets passent par un portique qui détecte justement la radioactivité et il faut que ça soit en dessous d'un certain seuil. Si le portique détecte de la radioactivité, c'est retour vers le producteur et c'est assez catastrophique, c'est pénalité, et puis c'est catastrophique parce qu'à ce moment-là, les déchets ils sont tous ensemble. Donc ça veut dire que pour peut-être une poubelle, enfin un sac, la totalité de nos déchets à ce moment-là collectés vont être considérés comme potentiellement radioactifs. Donc c'est retour vers nous. Nous, on n'a pas forcément le stockage, enfin les locaux pour stocker nos déchets. Donc mieux vaut vraiment avoir des protocoles qui fixent qu'un patient qui a une scintigraphie s'est mis en décroissance pendant une semaine des déchets avant de les remettre dans la collecte globale. Et donc après, pour finir, les déchets à risque d'activité de soins non dangereux. Et donc ceux-là, soit on les recycle, et je vous expliquerai un petit peu le 5 flux plus tard, soit c'est de l'incinération ou de l'enfouissement. Donc on a peut-être encore un travail tous à faire là-dessus, puisque l'enfouissement, c'est quand même pas l'idéal. Et l'incinération non plus. C'est pour ça que ces déchets-là, quand on parle de 5 flux, c'est des déchets où on essaie de travailler un peu avec nos prestataires, les personnes qui vont traiter nos déchets. On essaie de voir comment eux peuvent valoriser ces déchets, comment ils peuvent les retrier. Nous, on les jette. Ils sont pas à risque radioactif, ils ne sont pas à risque chimique, pas à risque infectieux. Donc on les a tous mis ensemble et à ce moment-là, les prestataires peuvent dire je vais prendre le plastique, je vais prendre le verre, je vais prendre. Ils les retrient et ils valorisent les déchets. Mais donc on est dépendant de notre prestataire. Pour ça, on est complètement dépendant. Et même nous, donc, on travaille sur 22 unités dans plusieurs départements d'Occitanie, donc dans le sud de la France. Même nous, selon les territoires, selon les départements, les prestataires n'ont pas du tout la même façon de traiter le déchet. Donc à chaque fois, c'est une négociation du pharmacien et de la quadrigyéniste pour savoir comment on va appliquer le tri du déchet dans nos unités. Juste quand même pour des notions de coût, parce que ça nous parle quand même, le coût. Donc pour nous, en France, les déchets d'activité de soins non dangereux, c'est à peu près 175 € la tonne. Quand on trie, quand on arrive à avoir un prestataire qui trie, c'est un peu moins cher, c'est 135 € la tonne. Une benne à carton, 35 €. Une benne à papier, 54 €. Les dasseries, et c'est le sujet qu'on va développer un petit peu après, c'est entre 600 et 1000 € la tonne. Donc c'est extrêmement cher. Les palettes, nous, dans notre fondation, on récupère nos palettes puisque finalement, tous nos fournisseurs, ils nous livrent des cartons sur palettes et c'est vrai que c'est du matériel à valoriser derrière puisque de plus en plus, la palette, elle est récupérée. Donc, on a réussi à retrouver des entreprises qui nous rachètent nos palettes. Donc, on valorise à notre échelle le bois. Le verre, on a des bennes et on loue sur des locations payantes et après, donc c'est récupéré, c'est valorisé par le prestataire. Et les déchets à risque chimique et toxique, donc c'est les plus chers, c'est entre 1000 et 4000 € la tonne. Donc ça parle un petit peu plus quand même. Hein. Donc le dasserie, pour faire un peu focus sur le dasserie, donc c'est ceux qui présentent un risque infectieux, donc par le fait qu'ils contiennent des micro-organismes. Donc en fait, en raison de leur nature et de leur quantité dans le métabolisme, ils peuvent causer des maladies chez l'homme. Donc on est obligé de les considérer à part. Donc il y a aussi tout ce qui est... en l'absence de risque infectieux, hein, là j'enlève tout ce qui est contaminé par le sang et tout ça. Il y a tout ce qui est un risque pour l'homme aussi, c'est tous les matériels et matériaux piquants ou coupants, même s'ils n'ont pas été utilisés, puisque en fait c'est un risque en tout cas
Dans l'idée, on prend une poubelle, on se pique avec une aiguille qui a touché un médicament mais qui n'a pas touché du sang, on n'en sait rien. On est le prestataire, on peut penser qu'on a été contaminé. Donc en fait, un objet tranchant piquant doit être considéré forcément dans du DASRI, risque infectieux. Après, les produits sanguins à usage thérapeutique, toutes les poches de sang, même si elles sont vides, c'est considéré comme du risque infectieux. Et le déchet anatomique humain, qui correspond à des fragments humains, amputation, et tout ça, c'est un risque aussi infectieux. Il y a toute une réglementation, donc les déchets d'activité de soins à risque infectieux doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets. Et les DASRI sont collectés dans des emballages à usage unique. Donc j'ai vu, on a tous les mêmes collectes, enfin emballages. De façon générale, ces emballages ils doivent être résistants et imperméables, avoir des couleurs dominantes jaunes, avoir un repère horizontal qui indique la limite de remplissage, porter le symbole danger biologique, donc qu'on revoit, et porter le nom du producteur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on élimine un DASRI, donc un sac jaune ou un collecteur jaune, dessus on doit voir marqué, par exemple chez nous, Fondation Charles Millon, et la date, l'unité qui a produit le déchet et la date. Ce qui fait que si un jour notre sac il est maltraité, mal orienté, ils savent forcément qui a été le producteur du déchet. C'est une obligation. C'est une obligation d'identifier qui a... De toute façon, tous les déchets sont tracés. Du moment où nous, on les met à disposition du prestataire jusqu'au moment où il va être traité, il y a une traçabilité de tout du circuit. Ouais. Les emballages, ils doivent pouvoir être fermés temporairement. Je suis en soin, j'ai fini mon soin, là je pense par exemple aux boîtes à aiguilles. Tout ce qui recueille les objets tranchants et coupants. Donc du coup, on peut les fermer parce que je suis en dehors du soin, mais il faut que je puisse les réouvrir à n'importe quel moment. Par contre, quand je considère que je l'élimine, il faut qu'ils soient fermés définitivement. Tout mouvement de DASRI entre producteurs et prestataires, c'est ce que j'ai dit, doit faire l'objet d'une traçabilité afin de suivre chaque étape de leur élimination. Ça, c'est une obligation aussi. Et les DASRI doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection. Donc, ce qui est le cas pour vous, puisqu'on a discuté déjà avec votre prestataire. Donc, où en fait, notre prestataire ramasse le déchet, l'envoie dans une centrale d'incinération, puisqu'on n'est pas équipé de cet appareil. Vos DASRI, le prestataire les récupère. Et donc, ils sont traités différemment, ils sont déjà sectionnés. Le procédé, je ne le connais pas complètement, mais ils sont découpés de petite taille et après, ils sont désinfectés. Donc, en fait, après, ça revient à un déchet non dangereux. Donc, qui peut être traité soit enfouissement, soit incinération malgré tout. Le principe global pour le tri des déchets, c'est j'ai un dispositif où je sais qu'il y a un risque de présence de un déchet, il y a un risque de présence de micro-organismes, poubelle, DASRI. Par contre, s'il existe une voie de pénétration chez l'homme, donc on a dit les aiguilles, les masques, par exemple quand on fait des aérosols, les masques, ça ne me vient pas comme ça, tous les circuits dialysés, tout ça. Donc là, ça s'en va directement aussi dans les DASRI. Alors, pour en revenir un petit peu à la dialyse, nous, on a ramené ça à la dialyse à domicile, puisque c'est des éléments qu'on donne les infirmiers. Après, il y a 2 fiches, vous verrez, pour vous, les unités de dialyse. Mais, par exemple, dans une dialyse, tout ce qui est cassette et dialyseur va partir au DASRI. Par contre, dans la dialyse à domicile, donc ils ne dialysent pas avec une boucle de traitement d'eau, ils ont des poches. Donc ces poches-là, on les déconnecte et on les met dans la poubelle Notre patient, il est dialysé chez lui à son domicile. Le prestataire, il est un peu plus frileux quand il voit qu'il y a des poches médicamenteuses dans ses poubelles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à travailler en amont, quoi. Donc voilà, ça c'est un schéma de tri des déchets.
Donc là, on voit les déchets assimilables aux ordures ménagères. Hein. Donc on a sélectionné tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Et en général, notre code couleur à nous, c'est noir. Après, on a les déchets à risque infectieux. Donc là, c'est code couleur jaune. Sachant que dans les boîtes, dans les sacs qui sont flexibles, qui ne sont pas rigides, on y mettra forcément des choses qui ne coulent pas et qui ne tranchent pas, puisque les sacs doivent rester vraiment fermés. Donc, quand je dis qu'ils ne coulent pas, c'est que c'est là-dedans qu'on va y mettre, nous, tous nos circuits de dialyse. Ça sous-entend que quand on met un circuit de dialyse dans une poubelle d'asserie, il est complètement occlusif. Les lignes, on les a mises à des endroits où on a vraiment fermé le circuit. Il ne peut pas y avoir d'écoulement d'eau, de liquide. Ça, c'est important. Pour limiter le poids de ce déchet, ce qui est important aussi, c'est de bien vider votre circuit avant de le mettre dans la poubelle d'asserie. Alors, je ne sais pas quel générateur vous avez. Il existe de plus en plus de générateurs maintenant qui purgent vraiment l'intégralité des circuits. Voilà, donc ça, c'est le tri simple. Il y a un travail à faire entre équipes toujours pour savoir dans quoi je mets, est-ce que je mets dans d'asserie ou est-ce que je mets dans la poubelle d'ordures ménagères. Par exemple, il faut toujours penser à la maison. Une couche d'enfant, à la maison, on la met dans une poubelle d'ordures ménagères. Donc s'il y a eu des selles pendant la dialyse qu'on a bien fermé dans un sac ou qu'on a bien utilisé et qu'on peut pas, nous on les jette pas, on les met pas dans des machines qui stérilisent, on les jette directement, on met des sachets sur les collecteurs et on les jette directement, ça part pas dans des déchets infectieux, sauf si on a prouvé que le patient il avait un clostridium ou il avait une BMR digestive. Mais s'il n'y a pas de preuve que le patient a une bactérie ou un virus, hop, ça part dans les ordures ménagères. Alors, au début, dès qu'il y avait du sang, c'était d'asserie. Aujourd'hui, une compresse de sang, pour nous, c'est ordure ménagère. Le sang, il est capté par la compresse, ça ne peut pas couler, ça peut pas... Donc, sauf si le patient il a une sérologie positive. Là, c'est toujours pareil. Le patient a une sérologie positive, c'est d'asserie. Mais si le patient n'a pas de sérologie positive, la compresse juste imprégnée de sang, part dans les ordures ménagères. Mais ça, c'est un travail à faire entre vous. Au tout début, nous, les dasseries, on y mettait tout le temps du sang, hop, dedans, des sels, dedans. Et au fil du temps, quand on a bien réussi à travailler en équipe, on a essayé de voir un petit peu, ramener un petit peu à ce qu'on faisait aussi à la maison. Hein, quand on saigne du nez à la maison et qu'on se met un mouchoir et qu'il y a du sang dessus, on le jette dans la poubelle, on ne le ramène pas à l'hôpital pour le mettre dans les dasseries. Donc il faut vraiment travailler entre vous et vous faire un petit listing comme ça j'imagine que c'est déjà peut-être fait, mais vraiment de réévaluer ça régulièrement. Voilà, et donc quand nos prestataires nous disent « nous, on fait de la valorisation de déchets », on va plus loin, on a le sac noir, donc déchets ménagers, assimilés d'ordures ménagères, on a les sacs jaunes, risques infectieux, on a notre carton et nos palettes de bois qu'on recycle différemment, et le prestataire, on lui donne d'autres choses qu'il trie lui et qu'il valorise lui. Donc c'est le verre, c'est le métal, c'est les surblouses, tabliers, draps à usage unique, les draps d'examen, les champs stériles, les essuie-mains non souillés. Pardon. Et donc là, c'est une façon de rebaisser encore un petit peu plus le coût de nos déchets. Les locaux, c'est important. Hein. Nous, on a, par exemple, sur l'unité de Montpellier, on a 4 unités différentes de dialyse. Donc, il y a des locaux intermédiaires. Quand on finit nos séances de dialyse, ça va dans ces locaux intermédiaires. Et après quoi, on ramène vers les locaux centraux. Ces locaux, ils sont entretenus de façon journalière et hebdomadaire. Il y a une traçabilité. Les sacs, on les range dans les containers et les portes de ces locaux sont toujours fermées à clé. Ça fait partie de la réglementation française. Pareil, quand on est dans le traitement des déchets, il faut toujours penser à se protéger puisqu'il y a un risque de contamination du personnel. Donc tablier, gants, chaussures fermées et lunettes pour transvaser les sacs dans les GRV. Les GRV, c'est les grands containers en fait
de déchets. Et ensuite, l'hygiène des mains, évidemment, qui est extrêmement important. Donc les déchets, en fait, c'est vrai qu'en service d'hémodialyse, eh ben, on a une empreinte environnementale qui est assez importante entre les déplacements, l'énergie, la consommation en eau, les effluents qu'on rejette après la dialyse, la gestion des espaces verts, ça, si vous avez un peu autour de vous de vos centres des espaces supplémentaires, et le bruit, l'éclairage nocturne, et donc les déchets, ça fait partie des risques empreintes environnementales. Donc les enjeux de la gestion des déchets, c'est de respecter la réglementation, protéger l'environnement, de respecter les règles d'hygiène et de prévenir les risques infectieux. Donc respecter et protéger ceux qui travaillent avec et après nous, puisque c'est ceux qui vont collecter qui sont aussi en risque, et maîtriser les coûts. Voilà.